CQFD, le magazine scientifique et médical de la première, Stéphane Gabiou. Un éléphant, ça trompe. Ah ben voilà. Évidemment, il la fallait celle-là. C'était le jour de... Ah, c'était aujourd'hui ou jamais. Ou jamais. Voilà, donc on l'a passé, on est très très content. Un éléphant, ça trompe énormément. Et si on paraphrase la comptine, on pourrait dire que la trompe d'un éléphant, ça bouge énormément. Rendez-vous compte, cet appendice est capable à la fois de cueillir un brin d'herbe, de s'asperger d'eau, de porter de lourdes charges. Une équipe pluridisciplinaire de l'Université de Genève a étudié les comportements étonnants de cette trompe d'éléphant. Et ceci avec des techniques audiovisuelles et de l'imagerie médicale. Les résultats sont publiés dans l'édition d'hier soir de Current Biology, Cécile Guérin. Oui, c'est un nez, c'est un cap, c'est une péninsule, mais non, en fait, c'est une trompe. Et Cyrano n'a qu'à se rhabiller parce que devant l'éléphant ou l'éléphante, il faut imaginer un organe olfactif de plus d'1 mètre, sans os, mais avec des milliers de muscles afin d'enchaîner flexion, torsion, allongement, rétraction. Pour décortiquer cette mobilité extraordinaire et complexe de la trompe, les scientifiques genevois se sont rendus en Afrique du Sud auprès de 2 éléphants mâles. Et on va décrire ce qu'ils ont fait précisément. Grâce à vous, Michel Milinkovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au département de génétique et évolution de l'Université de Genève. Vous êtes en direct de nos studios de Genève, justement. C'est vous qui donc dirigez l'équipe qui a étudié la trompe des éléphants. Racontez-nous comment s'est déroulée cette recherche originale. Vous avez fait faire des exercices aux éléphants, c'est ça ? Oui, exactement. Après avoir posé une 50aine de marqueurs réfléchissants sur sa trompe, nous avons demandé à l'éléphant d'attraper et de déplacer d'un point à un autre des objets de forme, de poids et de taille différentes. Et les objets en question sont des cylindres, des sphères, des cubes, des cônes, des anneaux de 3 à 30 cm en bois, en aluminium, en acier. Ce sont des éléphants qui sont habitués à faire de la recherche, comme ça, faire des exercices ? En fait, c'est un endroit très très particulier à Bella Bella en Afrique du Sud où ces animaux sont récupérés, sont des animaux orphelins, sont des animaux blessés qui sont récupérés par Sean Hensman, notre collaborateur en Afrique du Sud. Et ils deviennent évidemment des animaux en semi-liberté qui sont donc quelque peu apprivoisés. Donc on peut les approcher et on peut travailler avec eux de façon assez efficace. Alors pendant qu'ils faisaient ces travaux finalement, tous ces gestes avec leur trompe, vous les avez filmés pour analyser justement les mouvements de la trompe, c'est ça ? Oui. Au moyen de 10 caméras très particulières, nous avons enregistré la position en 3 dimensions de chaque marqueur avec une précision d'environ 1 mm. Et ceci nous a permis de reconstruire de manière exacte la localisation et l'amplitude des allongements, des raccourcissements, des courbures, des torsions de la trompe. Et ensuite, Paul Dagenet, une physicienne canadienne dans mon groupe de recherche, a analysé toute cette trajectoire générée lors de ces séances d'exercice. Et quelles sont les capacités motrices des éléphants avec leur trompe qui vous ont le plus étonné ? Peut-être que vous n'étiez pas un spécialiste des éléphants auparavant. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Alors, nous avons découvert que les éléphants utilisent un principe de simplification. Les trajectoires complexes de la trompe sont composées à l'aide d'une boîte à outils de comportement plus simple. Il s'agit en quelque sorte d'un langage combinatoire, un peu lorsque nous construisons des phrases avec des mots, c'est un peu la même chose. Et les contractions coordonnées des muscles produisent ces fameux allongements, raccourcissements, torsions, flexions et même aussi des raideurs à des endroits bien spécifiques de la trompe pour construire un mouvement de base. Donc mouvement de base, mouvement élémentaire, c'est la combinaison de plein de ces mouvements qui peuvent donner toute cette agilité à la trompe. Ils sont capables, les éléphants, de faire combien de ces mouvements élémentaires justement ? Alors, dans le cadre des exercices qu'on leur a fait faire, nous avons identifié 17 de ces comportements simples. Par exemple, la formation d'une courbure à l'extrémité de la trompe. Un autre exemple est le déplacement de cette courbure vers la base de la trompe. Un troisième exemple est l'allongement du premier tiers antérieur de la trompe pour atteindre un objet. Ou encore l'utilisation des 2 protubérances au bout de la trompe, vous voyez ce qu'on appelle les doigts de la trompe, pour attraper un objet de petite taille, etc., etc. Dans la finesse. Donc, tout le secret finalement réside justement dans la combinaison de ces différents mouvements simples. Voilà, donc encore une fois, c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle les éléphants viennent pêcher et ils combinent ces éléments pour construire un mouvement complexe.
Combinant une courbure ici, une torsion là, un raccourcissement encore ailleurs, la trompe peut donc effectuer un très très grand nombre de mouvements et de trajectoires. Et pour saisir par exemple un objet situé à côté d'eux, vous avez observé qu'ils pliaient leur trompe un peu comme s'il s'agissait d'un bras, alors qu'il n'y a pas du tout d'os ni d'articulation dans cette trompe. Alors oui, ça c'est vraiment un exemple spectaculaire que nous avons identifié lorsque la personne à côté de l'animal lui offrait une friandise. Au lieu de déplacer tout son corps pour se retrouver face à la personne, l'animal déforme sa trompe pour construire des segments rigides connectés par des articulations virtuelles. C'est vraiment bluffant, car ça donne évidemment l'impression de l'existence d'un coude et d'un poignet, alors que la trompe ne comporte aucun os, évidemment. Elle est continuellement flexible et déformable. Et parallèlement à cette étude donc sur le terrain en Afrique du Sud avec ces 2 éléphants mâles, vous avez réalisé des mesures là plus d'imagerie médicale sur des trompes d'éléphants décédés, notamment un du zoo de Zurich. Là, c'était dans quel but ? Mais nous avons en fait étudié l'anomie fonctionnelle parce que l'idée était d'identifier quelles combinaisons de contractions musculaires peuvent générer les différents mouvements de base, les fameux 17 mouvements dans la boîte à outils. En d'autres termes, on a étudié l'ensemble des résultats d'analyse mathématique des mouvements à la lumière de son anatomie. Je pense que c'est très important de faire le lien entre les deux. Et on a utilisé des techniques de tomographie assistée par ordinateur, rayonnement magnétique nucléaire, enfin bref, les techniques utilisées lorsque vous subissez un scanner à l'hôpital. Et on a eu de l'aide à ce niveau-là d'un certain nombre de centres d'imagerie biomédicale, notamment celui de l'UNIGE. Alors d'un point de vue anatomique, justement, alors cette trompe d'éléphant, elle contient combien de muscles au final ? Vous les avez tous mesurés, comptés ? Oui. Alors si vous en croyez les anatomistes des siècles passés, qui se sont basés sur des dissections, il y aurait 150 000 muscles dans la trompe de l'éléphant. Mais en fait, nos analyses indiquent qu'ils comptaient les fascicules musculaires, c'est-à-dire les éléments qui constituent les muscles. En fait, il n'existe que 6 groupes musculaires, les muscles longitudinaux, radiaires dorsaux, radiaires ventraux, je vous épargne la liste. Mais ces muscles peuvent se contracter de manière locale et pas nécessairement sur toute leur longueur. D'accord. Et il y a des différences entre les trompes des éléphants d'Afrique ou d'Asie ? Les groupes musculaires sont identiques, même jusque dans leurs proportions. La plus importante différence est en fait la présence des 2 doigts, un ventral et un dorsal chez l'éléphant africain, et un seul doigt dorsal accompagné d'une bosse sur la partie ventrale chez l'éléphant d'Asie. Vous êtes chercheur dans le département de l'évolution. Alors d'un point de vue de l'évolution, comment un tel appendice est-il déjà unique et comment il est arrivé comme ça ? Comment il s'explique d'une manière dans l'évolution ? Alors c'est ce qu'on appelle un hydrostat musculaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de muscles portés par aucun squelette et c'est l'incompressibilité des muscles, donc leur volume constant, qui permet de produire des torsions, des courbures, des changements de longueur, etc. Il y a d'autres animaux qui utilisent des hydrostats musculaires très efficaces. Vous voyez pas un exemple ? Un hydrostat musculaire. La queue, non, c'est pas. Non, il y a un squelette. En fait, les bradycéphalopodes sont des mollusques, les poulpes, par exemple. Oui, bien sûr. Là aussi, il s'agit d'un hydrostat musculaire très efficace également. Et en fait, la langue chez les mammifères, c'est aussi un hydrostat musculaire. Alors Michel Milinkovic, nous on vous accueille très volontiers régulièrement dans cette émission, donc professeur au département de génétique et évolution de l'Université de Genève. Qu'est-ce qui fait qu'à un jour, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'étudier la mobilité de la trompe des éléphants. Vous aviez pris quelques substances qui passaient par là ou... Pas ce jour-là. Pas ce jour-là, mais en fait, c'est un coup de fil, tout simplement. Donc, mon laboratoire est spécialisé dans l'étude des processus physiques à l'œuvre dans le monde vivant. C'est ce qu'on appelle la physique de la biologie. Et puis, j'ai publié dans le passé une étude expliquant comment les éléphants africains ont développé un réseau de minuscules canaux sur leur peau pour contrôler leur température corporelle. Et tout ça a poussé des roboticistes en fait à me contacter pour développer un robot mou, un robot qui s'inspirerait de la trompe de l'éléphant. Et le projet a été en fait financé par la communauté européenne. Et il faut dire que la robotique dite molle et la bio-inspiration sont vraiment les 2 nouvelles frontières en robotique. Ça s'était jamais fait avant, justement. On n'avait jamais observé à ce point-là dans le détail le fonctionnement de la trompe des éléphants. Non, les animaux sont difficiles d'accès et évidemment les techniques utilisées par les scientifiques dans les siècles passés étaient uniquement de la dissection et certainement pas de la capture de mouvements et de l'analyse mathématique des mouvements.
Donc on imagine que dans cette ces robots mous, la trompe d'éléphant, mais aussi bien sûr le poulpe, enfin avec ces fameuses hydrostats musculaires. Oui, hydrostats musculaires vont être réalisés. Mais vous n'êtes pas ingénieur. Quels sont les ingénieurs qui développent ces robots mous ? Alors dans le consortium européen, il y a évidemment des ingénieurs, des roboticistes et des spécialistes des matériaux, parce qu'en fait, le principe consiste à utiliser des matériaux souples, évidemment, élastiques, déformables, afin de construire des robots d'un nouveau genre, sans segments rigides et super versatiles. C'est ça l'idée. Parce que les robots actuels sont extraordinairement efficaces, on est bien d'accord, mais pour effectuer une seule tâche qui est prédéfinie. Mais ils sont incapables d'effectuer d'autres tâches que celle pour laquelle ils ont été conçus. Et l'idée de ces robots mous est d'avoir des robots bio-inspirés. Et évidemment, quand on voit les capacités de versatilité extraordinaire de la trompe de l'éléphant, c'est très tentant d'aller étudier cette structure-là, essayer de l'imiter le mieux possible pour construire ces fameux robots. Comment fonctionne la trompe des éléphants ? Merci beaucoup pour vos explications, Michel Milinkovic, en direct de Genève. On souhaite une belle journée. Merci à vous également. Merci. CQFD, tous les jours de la semaine, entre 10h et 11h.